Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de vous présenter le nouveau visage du nouveau restaurant européen. Alors, comme tu disais, oui, on va parler de recettes, et ça tombe bien parce qu'on est jeudi, je pense que bientôt, ça va être l'heure du 5 à 7. Alors, au niveau de la formation, je ne savais pas quoi faire. Alors, dans quelques minutes, il y a une brigade de chez moi qui va venir. La partie de la salle à droite et la partie de la salle à gauche, on va vous apporter des lapins, que je vais vous montrer comment les vider. Et la partie de droite, des saumons. Non, je plaisante. J'aurais pas osé faire ça. Mais quand on m'a proposé de venir vous parler à la fois de laboratoire, de formation, tout ça, je me suis gratté la tête en me disant qu'est-ce que je peux apporter dans ma contribution. Mais je suis heureux parce qu'en fin de compte, je suis là certainement comme vous depuis ce matin, je suis venu très tôt. Et ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré d'entendre parler de tous les panélistes, tout ça, parce que j'ai trouvé que quelque part, il y avait beaucoup de leçons à retenir, d'inspiration, que ce soit sur les vêtements, sur la motivation, surtout. La cuisine, c'est une recette. La recette du succès, la recette d'un échec, on apprend de ses succès, de ses échecs également. La cuisine, c'est un art. C'est l'art de transformer des aliments chargés d'histoire. Ça s'apprend. Parmi vous, dans la salle, qui sait qu'en temps normal, à la maison, aime faire la cuisine, la popote, lever la main? Ah, c'est bien. On est en bonne compagnie, on se comprend. Qui sait, en temps normal, qui suit des livres de cuisine? Ok. Ou sinon, qui va à son inspiration? Ah, c'est à peu près moitié-moitié. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et comment je suis tombé dans la marmite, si on peut dire ainsi. Moi, je viens, comme mon accent me trahit un petit peu, du côté du sud de la France, avec des origines franco-espagnoles, Perpignan, qui était vraiment la dernière grande ville française avant l'Espagne, avant Barcelone. Ma grand-mère était d'origine espagnole. Et j'ai grandi dans un petit village des Corbières qui s'appelle Tournissan, qui est un petit village de 80 habitants où mon père était vigneron agriculteur. Donc j'étais chanceux parce que j'étais au milieu de la nature, des bois, mais surtout en contact à la fois de la mer, de la terre, du vin. Donc j'avais tout pour faire la cuisine. Ça, c'était le monde parfait. Fallait-il encore comprendre c'était quoi le sens de la cuisine? C'est le partage, le rassemblement. Donc j'ai eu la chance, surtout dans une culture franco-espagnole où on aime faire la fête, on aime manger, on aime s'attabler. Donc ça, c'était le monde idéal. Où le premier cours 101 de ma grand-mère a dansé, a chanté quand elle faisait la popote. Donc moi, à 8 ans, je voyais la cuisine comme un tour de magie où avec de la farine, des œufs, du sucre, du lait, 4 ingrédients de base, qu'elle pouvait faire 1001 recettes de pâtisserie et la voir chanter et danser en même temps qu'elle faisait. Je me suis dit, mon Dieu, c'est le plus beau métier du monde. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait, dans ce métier, travailler 15 à 16 heures par jour. Ça m'a calmé par la suite. Malheureusement, c'est trop tard, je ne peux pas retourner en arrière. Mais malgré tout, elle m'a appris le cours 101. Prendre du plaisir pour donner du plaisir. Ça, c'est fondamental en cuisine. Et je pense que, quelque part, quand un plat est réussi, on dit souvent, comme vous à la maison, même si ce n'est pas avec beaucoup d'artifices, des millefeuilles, tout ça, d'en mettre plein la vue visuellement, ce n'est pas grave. C'est quand c'est fait avec amour. Et quand c'est fait avec amour, on le sent. Ça réchauffe, on dit souvent un plat réchauffe le cœur et le ventre aussi. Quand c'est un enfant qui a cuisiné pour nous, quand c'est un grand-parent qui cuisine pour nous, ça c'est quelque chose qu'on ressent. Mais aujourd'hui, la cuisine, ça devient aussi une expérience, la nouvelle expérience qu'on veut faire vivre aux gens. Et là, il y a de la formation. C'est une formation continue, la cuisine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle évolue, la société évolue, les modes d'agriculture évoluent, et que serait-ce même aujourd'hui dans un langage où tout le monde ose se libérer à travers les allergies, les intolérances alimentaires, tout ça. Moi, quand j'ai commencé ma formation, on n'en parlait pas. C'était les pharmaciens, c'était les médecins. Ce langage médical ne rentrait pas dans la cuisine. Je l'ai découvert qu'après, j'ai découvert il y a même une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, on est obligé d'être formé et de former les autres. La cuisine, paradoxalement, ce n'est pas héréditaire. Si vous saviez le degré de succès, de talent qu'a ma mère, ma sœur, mon entourage, c'est une catastrophe. Comme quoi, c'est quelque chose qui se développe avec amour. Comme beaucoup de professions, comme les vôtres, il faut de la passion. Si on y met du cœur,
on s'améliore et on va de l'avant. Ce qui a été difficile pour moi au niveau de la cuisine, c'est qu'au fur et à mesure de mes années de formation, comme dans beaucoup de professions, on devient un excellent technicien. Mais maintenant qu'on est en cuisine, ça ne suffit pas d'être un excellent technicien. Pourquoi? Parce que dans un restaurant, il y a une centaine de places de convives à tous les jours qui vont venir, et j'ai que 2 mains. Donc, quelque part, c'est un milieu artistique, c'est un milieu d'expression. On a besoin de faire jaillir, ressentir nos émotions et de vouloir les partager avec vous, consommateurs. Donc, à la fois, il faut avoir cette pertinence et cet éclaircissement d'esprit de dire j'ai besoin d'un entourage, j'ai besoin d'une équipe. Mais ça ne peut pas partir en cacophonie. Il faut que ce soit comme un chef d'orchestre. Il faut qu'on roule tous au même diapason pour que ça puisse exprimer quelque part ce que je veux, ce que je sais, ce que j'aimerais partager du plus profond de moi, même si on continue à construire jour après jour le même plat, quelque part, parce que le plat, c'est comme un vin, il continue à vivre au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de l'actualité, ainsi de suite. Donc, quelque part, la difficulté pour moi, ça a été rapidement de m'apercevoir que, même si je savais faire, il me manquait une philosophie des 3 F. Le savoir-faire. Sans savoir-faire, ça ne marche pas, c'est évident. Faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de former, de donner un apprentissage à notre équipe pour qu'on puisse travailler dans le même sens, sans cacophonie, et faire savoir. Faire savoir, pourquoi? C'est important aujourd'hui, plus que jamais, dans notre métier, mais certainement aussi dans le vôtre, pénurie de main-d'œuvre. On a du mal à garder nos cuisiniers. Pourquoi? Parce que les cuisiniers, c'est un petit peu comme les médecins. Ils peuvent être formés ici et vouloir parcourir le monde de façon à pouvoir profiter justement que notre profession nous permet d'aller travailler en Asie, au Japon, en Europe, n'importe où en Amérique du Nord. Donc il faut faire savoir ce qu'on sait faire à la fois, de façon à garder ces gens-là, parce que c'est de plus en plus compliqué. Et aujourd'hui, dans notre industrie, c'est pas rare de manquer de 25 à 30% de main-d'œuvre. Donc, à la fois, il faut un sentiment d'appartenance, d'adhésion, qui vont au-delà même de nos valeurs. Il faut que tout le monde se sente impliqué. Donc, pour nous, on doit continuellement créer, mais se réinventer. Se réinventer dans notre métier de cuisinier, mais se réinventer surtout dans notre responsabilité de travail collectif, parce qu'aujourd'hui, chaque maillon de la chaîne est indispensable. Ça, c'est certain, et ça, c'est la recette du succès. Sans bons produits, on ne fait pas de bonne cuisine, et sans bon cuisinier, et sans amour de bien vouloir faire, ça ne sera pas bien partagé non plus. Alors, pour nous, c'était clair. Il fallait à la fois se redéfinir en disant comment demain on peut mettre au cœur de l'action nos cuisiniers qui se sentent impliqués. La première étape, parce qu'on déménage le restaurant dans 3 semaines, début décembre, on ouvre dans une nouvelle philosophie où on va faire une première mondiale. Alors, le pari, il est risqué, mais il faut s'amuser. Si on ne prend pas du cœur, de la passion dans ce qu'on veut faire, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Moi, dans ma cuisine, à un moment donné, j'étais tanné. J'étais quasiment blasé. Comme dans beaucoup de professions, aujourd'hui, la société veut qu'on nous donne facilement dans la main une télécommande où on a envie de zapper. On veut zapper de blondes, de chums, de voitures, d'appartements, de villes, de jobs. Nous, c'est pareil, mais surtout qu'on est entrepreneur avec pas mal d'emprunts derrière le dos, ou même salarié avec des responsabilités, hypothèques, tout ça, on ne peut pas zapper aussi facilement comme ça notre vie. Donc, d'essayer de trouver un environnement de travail où tout le monde pouvait trouver son avantage. Habituellement, en cuisine, les cuisines sont souvent mises à l'écart, dans un sous-sol, où on voit juste la lumière du jour des néons. On rentre, il fait nuit, on ressort, il fait nuit. Donc, quelque part, on s'est dit, si nous, on veut garder les cuisiniers de demain, il va falloir les mettre en évidence. À la fois, comme aujourd'hui, on se réinvente, il y a la technologie, la réalité virtuelle. Quand même, c'est aberrant que le cuisinier lui-même, on ne le mette pas en avant de la scène. Donc, quelque part, pour nous, déjà, depuis pas mal d'années, j'ai toujours voulu scénariser un petit peu ma cuisine. Pourquoi? Parce que j'estime que quand on va dans un restaurant, on y va pour 2 raisons.
On y va pour se nourrir, c'est évident, mais ça, on peut avoir des coupes faim, s'arrêter dans un dépanneur, se prendre quelque chose à manger, ou on y va pour passer un agréable moment en bonne compagnie, en couple ou entre amis, mais on veut vivre une expérience. Et dans un restaurant, il y a deux manières de vivre l'expérience. C'est au moment du départ. On va se rappeler du moment passé ou on va se rappeler de l'addition. Alors on va miser sur le moment passé, ça me paraît évident. Donc, pour moi, je me suis dit, c'est difficile. C'est difficile parce que tous les goûts sont dans la nature. On a tous deux papilles gustatives, une salée, une sucrée. Ce qui fait que quand on a une excitation culinaire, on salive naturellement. Et c'est là où nos enzymes travaillent et on essaye d'avoir ce qu'on appelle la 7e saveur umami, de façon d'essayer d'avoir un petit goût collectif avec tout le monde, dans le sens où si on mange quelque chose de trop mou, ben ça va devenir un petit peu ennuyant. Si on mange quelque chose de trop dur ou trop croustillant, ça va devenir aussi ennuyant. Donc on essaye de trouver un juste milieu qui puisse plaire à tout le monde avec le âpre, le amer, l'acidulé, le sucré, le croquant, la texture, ainsi de suite. Donc moi je me suis toujours amusé à travailler dans ce côté émotif en essayant de vouloir faire plaisir à tout le monde, même si on le sait que c'est quasi impossible de pouvoir séduire tout le monde à travers une assiette parce que tous les goûts sont différents à travers nous tous. Mais je me suis dit, cuisiner, ça rappelle aussi des souvenirs, ça rappelle des émotions. Et ces émotions, on se rappelle tous des souvenirs, même si ce n'étaient pas les meilleurs plats du monde, de nos desserts qu'on goûtait avec nos parents, notre grand-mère, nos grands-parents, notre mère, ainsi de suite. Donc, c'était important pour moi de retraduire ça. Et à travers la formation qu'on fait de nos cuisiniers, on essaye de leur faire exprimer leurs souvenirs, leur profondeur. Qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes, pour éviter justement d'être juste technicien. Parce que technicien en cuisine, si c'est faire pour faire, ça ne sert à rien. Il faut comprendre. Donc moi, quelque part, j'ai pris l'habitude d'interdire à mes cuisiniers de travailler un produit s'ils ne savaient pas c'était quoi le produit. Un exemple, l'escalope de foie gras, c'est un produit de luxe, aujourd'hui devenu commun, bien sûr très consommé, apprécié pendant le temps des fêtes, mais pour un cuisinier, c'est important qu'il comprenne c'est quoi le produit, au-delà juste comment il est produit, d'où il vient, c'est quoi la saison, la méthode de gavage. Il faut qu'il aille à la source. Pourquoi? Parce que la cuisine, c'est l'art de transformer des produits chargés d'histoire. Pour la petite histoire, mettons pour le foie gras, si on rentre dans l'époque des Gomains, la petite histoire où les gens disaient que c'était César qui avait amené à la reine de Saba des figues à profusion, parce qu'elle adorait les figues, ne pouvant plus les manger, que ça pourrissait, elle a tout jeté dans la basse-cour aux canards, et le lendemain, ils sont tous morts. Ayant eu peur elle-même qu'elle était peut-être empoisonnée, elle a demandé justement de regarder au niveau de vider les canards et de comprendre ce qui s'était passé. C'est là où ils ont compris que quelque part le canard se gavait naturellement, où on retrouve essentiellement dans les cartes le canard aux figues avec du porto, le canard toujours accompagné poêlé avec du sucre, et au début de la commercialisation du foie gras, il se mangeait en dessert et même pas en entrée. Donc, quelque part, pour le cuisinier, s'il va en profondeur pour comprendre le pourquoi du comment de l'histoire de ce produit, ça va permettre de créer un lien, une passerelle. Comme, mettons, les pétoncles, vous connaissez, il y en a des tout petits, ce qu'on appelle les pétoncles bébés, les pétoncles princesses, le pétoncle moyen, le gros pétoncle U10, c'est-à-dire c'est le pétoncle XXL, le plus gros. Un cuisinier, s'il ne comprend pas ce qu'il va faire, comme vous allez simplement le faire rôtir, le mettre au barbecue, le faire poêler. Et on ne va pas passer à l'étape supérieure. On ne va pas rentrer dans quelque chose de rendre service, de faire sublimer, de faire l'effet waouh. Et l'effet waouh, que ce soit un service à la clientèle, à travers le travail qu'on veut faire, des fois la solution elle est simple, c'est de comprendre l'identité du produit. Donc nous, on le fait collectivement. Comme là, sur le pétoncle, de lui expliquer que le pétoncle, c'est 4 ans de maturité avant qu'il a le droit d'être pêché et retiré de l'eau. Et comment on peut le savoir? Sur le coquillage, c'est comme quand on coupe le tronc d'un arbre, on va voir les stries dessus, et c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on peut voir l'âge du pétoncle jusqu'au plus gros, qui peut avoir 25 à 30 ans. Donc moi j'estime, et je leur partage cette philosophie, que quand un coquillage a vécu pendant 25 ans et 30 ans, ça prend au moins un minimum de réflexion de 3 minutes, surtout qu'aujourd'hui on a tous des téléphones intelligents.
pour savoir comment on doit la prêter. Et ça, c'est sûr que cette formation est nécessaire. Par rapport, nous, en cuisine, c'est une formation continue. Moi, tous les jours, je continue d'apprendre. Et c'est ça qui est excitant. Si on se dit quelque part qu'on a tout vu, on a tout fait, ben, on commence à s'ennuyer. Donc là, on se crée tous des objectifs, de créer des ateliers en commun, de faire des collections de plats, où on se dit toujours, quand on se pose la question, quel est le meilleur plat qu'on fait, on doit se répondre simplement, ben, le plat qu'on fera demain, de façon à continuer à évoluer. Pourquoi? Parce qu'à travers la formation, aujourd'hui, la formation, elle est chargée, bien sûr, d'émotions, de savoir, de technologie, parce qu'on vit dans la réalité du numérique, du digital. Moi, quand j'avais besoin de formation, et je ne suis pas vieux, début quarantaine, je devais partir à la bibliothèque pour avoir un minimum de culture générale sur les produits. Aujourd'hui, à travers un simple téléphone, comme le temps d'aller sur un réseau social, on peut avoir la réponse à une question. Donc ça, c'est important, pareil, de mettre beaucoup de technologie au service de tout ça. Et c'est important aussi, nous, dans notre métier, d'offrir cette formation à nos clients. Quelque part, on l'a remarqué. Si on instruit nos clients à nos connaissances, à notre vision, à notre passion, il y a un partage qui est collectif entre le produit, le consommateur et les acteurs, qui sont nous-mêmes. Donc, pour vous expliquer un petit peu sur le rôle du nouveau restaurant, moi, c'est sûr qu'à l'Européa, présentement, j'ai toujours adoré travailler la poule de Cornouailles cuite dans le foin. Pourquoi? Parce que c'était la liaison avec le foin et la vapeur. J'ai toujours aimé cuire des poissons ou des volailles cuites dans de la terre cuite, où le client pouvait briser directement avec un marteau et le ressortir, qui étaient les premiers styles de méthode de cuisson néandertal, parce qu'on est dans la cuisine moléculaire, de passer à travers différentes émotions. Voilà. Et demain, on a souhaité passer à l'étape supérieure, au niveau justement de l'offre de service qu'on voulait faire. Et là, on s'était dit, notre cuisine était un peu un spectacle en elle-même, avec beaucoup d'amusement, un côté très ludique. Comment on peut passer à l'étape supérieure? Étant donné qu'on a toujours scénarisé pas mal nos menus, ben moi, je me suis gratté la tête avec mes coéquipiers, avec les cuisiniers, avec la brigade, et on s'est dit, ben, il y a des gens talentueux au Québec qui savent mettre en valeur autre chose que ce qu'on sait faire, ce qu'on vend. Et de suite, on a pensé à quelqu'un qui est exceptionnel ici au Québec, René Richard Cyr, d'avoir mis en scène Céline Dion, d'avoir mis en scène des shows du Cirque du Soleil à Las Vegas, et avec tout ce qu'il a su faire comme œuvre artistique. Donc de là, j'ai appelé René, j'y ai dit, écoute, on a envie d'évoluer, on a envie d'offrir quelque chose de nouveau qui n'a jamais été tenté, ni fait. Est-ce que tu serais prêt à relever le défi, qu'on te partage notre culture d'entreprise, qu'on te partage nos rêves, qu'on te dise où on veut aller, et pourrais-tu nous aider à nous accompagner là-dedans? Donc on s'est assis, ça a été des mois et des mois de réflexion. Le final va être exceptionnel, parce que vraiment, pas un spectacle, loin de là, mais ça va être le but de laisser sublimer le produit, parce qu'avant tout, on dit toujours, s'il y a une star dans un restaurant, c'est le produit, s'il y a un artiste, c'est l'artisan et le producteur. Nous, on est juste le cordon ombilical. Donc ça, j'y ai dit, pour moi, c'est fondamental. La star, c'est le produit, la vedette, c'est l'artisan, le producteur. Il faut qu'on soit nous en dernier. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est que quand le consommateur va venir, c'est lui qui est au cœur, en fin de compte, de créer son propre spectacle en fonction de son propre choix. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on visualise facilement, on a accès à la technologie et on ne l'utilise pas souvent. Nous, on s'est aperçu dans notre métier, mettons, vous êtes tous allés au restaurant, un sommelier va vous parler d'un vin. Il va vous mettre quasiment en transe, en hypnose éveillée pour vous parler d'un domaine en vous disant c'est telle famille comme ça. Automatiquement, vous allez essayer de palper, de sentir, de vous projeter dans ces idées, là où il va vous faire voyager, parce qu'on fait voyager aussi à travers la cuisine et tous ces dérivés comme les vins, les spiritueux, tout ça. Donc nous, on s'est dit, ben, il est temps quand même qu'en 2018-2019, on puisse passer à autre chose. C'est fini peut-être cette ère où
on doit parler aux clients comme on parlait dans les années 1960-1970, en expliquant simplement la destination des produits. Donc on a décidé d'utiliser beaucoup d'artifices, dont la réalité virtuelle, où il y a des plats à l'européen, où les gens vont avoir, comme l'expérience que vous avez vue, un casque où on va mettre en immersion le consommateur pour qu'il puisse vivre déjà l'arrivée du produit avant qu'il soit livré devant ses yeux. Comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots, de façon qu'il puisse y avoir aussi cette courbe d'apprentissage tout en restant ludique et marrante et agréable. Ça, pour nous, c'était important. De mettre en immersion également notre équipe, comme je disais tantôt. Alors, ce qu'on a choisi, nous, le lieu est quand même assez dispendieux, parce que c'est René Lévesque de la Montagne, juste devant le Centre Bell, dans l'édifice Rocabella. Le pied carré, croyez-moi, il coûte pas mal cher. Mais on s'est dit, si on veut mettre quelque chose en valeur, il ne faut pas se tromper. Est-ce qu'on met, comme les bouchers, des morceaux de steak, ou justement, on met ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux? Et pour nous, c'était évident, c'était notre équipe. C'est eux. C'est eux qui sont les maillons de ce succès. Sans eux, on a beau avoir une bonne direction, une bonne vision, des bons cadres, mais chacun est indispensable. Donc à partir de là, on a dit, OK, on va les mettre eux en vitrine. L'espace premium, c'est eux qui vont l'occuper, de façon que les gens qui vont passer devant l'établissement, les voir travailler directement, et eux aussi être en immersion avec les consommateurs de l'extérieur. Que serait-ce les voir, plus de voir l'extérieur quand il pleut, quand il neige, quand les gens ils sortent d'un Centre Bell parce qu'on a gagné, en train de faire la fête, ou alors ils font la gueule parce qu'on a perdu. Mais à partir de là, ça va changer. Ça va changer, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, même moi, je n'étais pas habitué à travailler en étant mis à l'avant-scène. Et ça, c'était important. Et demain, moi, toutes mes équipes, ils ont juste hâte, justement, d'être mis à l'avant-scène et de les voir. Mais pour nous, on s'est dit aussi, il faut que ce soit une immersion encore plus grande. Donc, on a décidé en cuisine de mettre tout un système de caméras pour que les clients en salle puissent voir les réactions des cuisiniers, le côté démonstratif qu'ils ont dans cette passion, mais également sous forme, pas de caméra cachée, mais que les cuisiniers puissent voir aussi la réaction des consommateurs en salle, de voir l'interaction qu'il va y avoir entre eux, leur travail et le plaisir commun collectif. Et nous, dès qu'on a créé ça, ça a été tout un chamboulement d'attitude à travers notre équipe. Vous avez dû peut-être entendre parler, il n'y a pas longtemps, dans les médias, de toute la polémique qu'il y a eu concernant les pourboires. Ici, en Amérique du Nord, les pourboires, quand les consommateurs vont au restaurant, les pourboires, déjà, ce n'est pas les restaurateurs qu'on a le droit de gérer, on n'a pas le droit d'y toucher, c'est uniquement le maître d'hôtel avec son équipe de salle, mais 100% part uniquement pour la salle. Rien ne part pour la cuisine. Et si la salle désire ne pas distribuer ou faire contribuer les busboys, ils peuvent même le faire jusqu'au barman. Ça peut rester juste dans l'interprétation de la loi, 100% le service. Donc à partir de ce travail d'équipe qu'on a construit depuis des mois et des mois, ça a été à l'unanimité, et c'est même pas venu de l'équipe de cuisine, où toute l'équipe de salle a dit on va se lancer dans une nouvelle aventure, on a besoin de l'équilibre de tout le monde, parce que bien sûr, il va y avoir des cuisiniers qui vont venir jouer des interactions en salle, parce qu'habituellement, vous ne voyez jamais de cuisiniers dans la salle, donc nous, on a décidé de temps en temps, certains plats, c'est des cuisiniers qui vont venir, et certains plats, c'est les consommateurs qui vont venir en cuisine. Donc tout le monde a été enivré par cette joyeuse organisation, et de là, l'unanimité, tout le monde a décidé de partager les pourboires avec la cuisine. Donc ça, c'est extraordinaire pour mon équipe, parce qu'ils méritent grandement, mais c'est surtout valorisant parce qu'on va être un exemple au Québec par rapport à beaucoup de cuisiniers qui vont vouloir venir chez nous pour justement rester, apprendre, continuer et partager. Et ça, c'est superbe. Alors, moi, en fin de compte, ce que j'ai appris, c'est que dans notre métier, en cuisine, on peut faire du karaoké. Du karaoké, c'est-à-dire que, un petit peu comme quelqu'un qui aime faire la cuisine à la maison, mais qui n'a pas d'inspiration ou qui est insécuritaire. Et à un moment donné, pour se lâcher, pour trouver sa voix, pour trouver un petit peu sa distinction,
c'est ce qui va faire qu'on se démarque des autres, de la compétition, parce qu'on est dans un domaine d'ultra-compétition. Il faut faire parler son cœur. Et quand on fait parler son cœur avec passion, c'est là où on est capable de déplacer des montagnes à plusieurs et d'aller très vite. Alors pour moi, aujourd'hui, la réflexion, c'est en équipe, seul, on a la liberté de courir vite. À plusieurs, on a la possibilité d'aller plus loin. Et plus que jamais, on a compris qu'on avait besoin de chaque maillon de cette chaîne et que c'était une formation qu'on devait partager continuellement comme un artiste qui peut faire quelque chose, mais dans notre domaine, on doit s'exprimer à l'aide de d'autres personnes, parce que j'ai que 2 mains, il me faut 30 cuisiniers, donc j'ai besoin de 60 mains supplémentaires pour exprimer ce qu'on veut faire. Donc, plus que jamais, on a compris que ce succès passait par la formation. Et sans formation, il n'y aurait pas eu de succès. Alors, je vous remercie de ce petit moment très agréable passé avec vous. Et à bientôt.